Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Ouais, mais je suis obligé de saisir l'opportunité. On voit FTX, qui était quand même une boîte valo à je ne sais combien de milliards. En tout cas, plusieurs milliards sur la base de la dernière levée. les co-founders sont à zéro aujourd'hui, sont poursuivis, etc. pour fraude. J'aimerais juste comprendre comment est-ce que c'est possible, quand tu me dis, je suis totalement d'accord avec toi, que tu vois l'AMF qui back tout ça. Enfin, tu te dis, bon là on parle de Conhouse, mais et ça va rejoindre un petit peu, tu sais, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est un petit peu, je sais pas si on parle de frilosité ou en tout cas de manque de confiance et du grand public et de certaines instances envers le monde de la crypto. Est-ce que tu la trouves justifiée, ce manque de confiance, sachant que, on le redit, 2009 le premier Bitcoin, on est en 2023 maintenant. 14 ans, oui. Et en même temps, est-ce que des histoires, donc là elle est à 2 mois, en fin d'année 2022, des histoires comme FTX ne nous donnent pas raison en tant que grand public d'être frileux vis-à-vis de tout ça? Alors, Une double question. déjà pour la première question vis-à-vis d'FTX, etc., tu as toujours des acteurs qui ont fait défaut. Depuis le départ, en fait, tu as eu des hacks sur des sociétés assez connues, Bitrex et autres, qui sont des exchanges connus de la place. Pourquoi ? Parce que parfois, il y a des problématiques technologiques, les technologies ne sont pas assez sécurisées. Donc, il y a, dans le cas de certains opérateurs, c'est parce qu'il y a eu des failles dans leur technologie et il y a des gens qui ont réussi à s'introduire dans les systèmes et à voler des cryptos. Dans le cas de Mangox, qui est une histoire qui n'est pas identique à celle d'FTX, mais qui a été un premier gros choc en 2013 sur l'écosystème crypto. Là aussi, c'est quelqu'un qui a dit qu'il avait des cryptos pour ses clients alors qu'il ne les avait pas. Okay. Donc c'était aussi quelque part Dans le cas d'FTX, c'est encore quelque chose de différent. Le point commun dénominateur, c'est que déjà, on est dans un monde financier qui connaît, comme tous les univers traditionnels de la finance, des étapes de développement, et il n'y a pas de développement linéaire en finance. La crise de 29, c'est une crise, mais on a eu d'autres avant. Certains te remonteront aux tulipes, et on en a connu bien des crises depuis celle des subprimes, etc. Et à chaque fois, si tu veux, il y a d'autres formes d'acteurs qui sont mis en cause. Mm-hmm. Donc de toute façon, dans un monde financier, tu as beau avoir de la régulation, il y a beaucoup d'argent, les enjeux sont très importants, et donc la présence des risques existe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant donner un blanc-seing à tout le monde en disant les risques existent donc il faut vivre avec. Non. L'objectif, c'est quand même de travailler sur des axes de régulation, d'amélioration, de compréhension des choses. Toi, ce qui s'est fait à l'époque des subprimes, j'ose espérer qu'aujourd'hui, on ne va pas refaire la même chose. Et pourtant, les subprimes, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais est-ce que c'est pas le même problème ? Parce que là, tu nous parlais juste avant des manques de défaillances de techno. Donc là, tu me parlais de Mangox, il me semble. Mais... Alors, Mangox, c'était pas vraiment une défaillance de techno, c'était plus une forme aussi d'escroquerie. C'est-à-dire, il y avait une dissimulation d'opérations qui n'existait pas. C'est-à-dire Parce que c'est ça, en fait, pour moi, c'est quand tu parles de fraude... défaillances technologiques, là, c'est plus autre chose. Les subprimes, c'est pareil. Si tu as une attaque cyber, tu as une attaque cyber. Donc là, tu te fais... Okay. Et en banque, ça existe aussi, ça s'appelle un LUP, donc tu peux avoir, alors c'est pas généralement sur des montants aussi importants, parce que dans les caisses de banque, t'as pas, sauf dans les Ocean Haven, etc., mais t'as pas des montants aussi importants. Là, c'est vrai tu peux potentiellement voler des centaines de millions, voire même des milliards, sur certaines plateformes. Ouais. À distance, et c'est ça, ce qui est lié à FTX. À la problématique de la blockchain, problématique et avantage, c'est-à-dire que les opérations peuvent se faire n'importe où, c'est décentralisé, mais c'est transparent, c'est un des plus gros bénéfices qu'on donne, en tout cas de la blockchain et de la crypto. Oui, c'est ce qui permettra d'ailleurs de voir que si jamais il y a un gros hack un jour sur des wallets, tu retrouveras les gars. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est fait, c'est-à-dire que
tu peux pas ensuite récupérer les fonds sur un wallet et te dire, bon bah, soit tu les touches pas, mais auquel cas tu auras fait un hack pour rien, soit ensuite tu vas vouloir les utiliser, donc les convertir en euros, en dollars, en yens ou en je sais pas trop quoi, ou les utiliser dans des protocoles. Ça va se voir parce que les outils vont te suivre et donc on va finir par te tomber dessus. Il y a une trace. Okay. Donc de toute façon, les enquêtes montrent que avec l'utilisation de la blockchain, les enquêtes judiciaires, les enquêtes policières permettent d'avoir des résolutions beaucoup plus rapides et plus efficaces sur certaines opérations. Donc après, les FTX, c'est pas ça. FTX, c'est pas une cyberattaque, il faut, je pense, laisser aussi la justice opérer, mais c'est quelqu'un qui, avec un groupe de personnes, a finalement dissimulé énormément d'informations à ses salariés, a priori à ses investisseurs, et là, je mettrai mon ancienne casquette, et il y a quelques claques quand même à mettre. Et ben, j'allais demander, mais c'est à eux de faire leur audit aussi. Voilà, il y a quelques petites baffes qu'il faut distribuer. Donc clairement, il y a quelqu'un ou un groupe de personnes qui a créé arbitrairement quelque chose qui a permis en fait de prendre l'argent des clients pour pouvoir le dérouter à des usages complètement soit illicites avec une utilisation pour des biens personnels, soit des usages qui n'étaient pas organisés ou qui n'étaient pas prévus par les conditions. Genre, tu n'as pas le droit d'utiliser les fonds de tes clients pour un usage massif dans des produits d'investissement sans leur accord. Ou alors il faut que tu le prévois dans tes conditions, que tu dises est-ce que vous me donnez l'autorisation. Mais ça, c'était pas le cas. Donc en fait, il y a un vrai problème de transparence, il y a un vrai problème visiblement aussi de malversation qui est lié à un groupe de personnes. On ne peut pas jeter, et dans l'histoire de Madoff, c'est lié à un groupe de personnes. Dans l'histoire de Subprime, c'est lié aussi à quelques organisations. Derrière, en fait, c'est toujours via des cas de figure comme ça que tu as des instances qui créent des nouvelles régulations, des nouvelles instances qui vont gérer tout ça. Elle existe cette régulation. Le problème, c'est qu'elle est très très loin d'être harmonisée. Et la plupart des problématiques qui ont lieu aujourd'hui dans les cryptos, elles n'ont pas eu lieu en Europe. Elles ont eu lieu en Asie, à la fameuse époque de Mongox, qui était un acteur japonais créé par un Français, d'ailleurs Marc Harpelès, et FTX ou pas mal d'autres sociétés qui sont aussi impliquées. C'est des sociétés qui sont soit dans des paradis fiscaux, soit dans des juridictions pour lesquelles la réglementation crypto est extrêmement faible. Et aux États-Unis, la réglementation crypto elle n'est pas faible, mais elle est très peu claire. Elle ne vise que quelques aspects et elle est très très loin en fait d'appliquer les normes qu'on a nous définies en Europe. Donc j'invite vraiment tout le monde à réfléchir sur le type d'acteur que vous voulez utiliser et là où il est, parce que il y a peut-être une raison pour laquelle vous ne payez pas cher vos transactions. Il y a peut-être une raison pour laquelle l'opérateur vous embête pas avec du KYC, c'est-à-dire des pièces d'identité ou des justificatifs. Know your customer, il le fait pas, bah oui, parce qu'il n'est pas contraint de faire ça. Et en Suisse, par exemple, aujourd'hui, tu as des acteurs qui te disent, bah, tu peux faire jusqu'à l'équivalent de 100 000 francs suisses par an sans pièce d'identité. Et ça, c'est validé par l'opérateur. Ce qui serait jamais le cas en France. Ouais, mais c'est même pas normal. Parce que franchement, si tu veux blanchir de l'argent. C'est ça, après, il y a d'autres intérêts qui divergent. Bon, on va pas parler de la Suisse. Donc, en fait, mais... la principale problématique, c'est l'harmonisation de ces régulations partout dans le monde, où il faut que un minimum de régulation. Et en France et en Europe, on a établi des choses qui sont plutôt solides et qui sont pas inaccessibles pour les acteurs. Je pense que nous aussi, si on veut que le marché se développe, et je vais pouvoir répondre à ta question, si on veut un bon vieux gros marché crypto qui vraiment permet de faire entrer l'usage de la crypto dans un maximum de foyers pour les gens, il faut apporter des éléments de réassurance. Et ces éléments de réassurance, ils vont à la fois sur le travail des régulateurs pour créer un cadre qui soit soutenable pour l'innovation, mais aussi de la part des acteurs de se mettre à niveau et de proposer des solutions à leurs clients et ensuite d'essayer aussi d'avoir du financement qui va avec. Parce que forcément, tu peux pas venir voir aujourd'hui CoinHouse en disant tu sais quoi, tu dois respecter des ratios de fonds propres de ça, type BAL ou Solvency, qui sont des choses qui s'appliquent aux acteurs financiers traditionnels.
tu dois mettre en place tel type de normes et autres, parce qu'on te demande de mettre plus que la charrue avant les bœufs, on te demande de mettre tellement de choses en avant même d'avoir des clients, que soit tu vas voir un investisseur et tu lui dis est-ce que tu veux bien me donner 100 ou 200 millions d'euros pour que je mette en place des technologies qui me permettront de faire du business et qui me permettront de montrer que je suis capable de faire du chiffre d'affaires et donc de valoriser ma boîte à 300, 400, 500 ou 600 millions d'euros pour justifier le montant que tu mets. Et l'investisseur va te regarder, moi je vais prendre ma casquette d'investisseur et va te dire mais tu te fous de ma gueule. Mais en fait vous êtes traité, c'est pas possible. Vous êtes traité comme un grand groupe financier, mais vous avez des KPI et une structure de start-up. Donc alors, c'est là où ça matche pas. C'est pas exactement comme ça. Il ne faudrait pas qu'on soit traité comme un grand groupe financier avec des financements qui sont ceux de start-up ou de jeunes scale-up. Il faut que les exigences qu'on nous demande soient proportionnelles à la maturité et au financement qu'on est capable d'avoir. Et on sera capable d'avoir du financement dès lors qu'on aura accès à un marché et qu'on sera capable de faire du chiffre d'affaires. Parce qu'un investisseur, la façon dont il va pouvoir faire confiance à une équipe et dire « Ok, je suis prêt à mettre 50, 100, 200 millions d'euros sur la table », parce que quand tu mets ça, il faut forcément que tu valorises la boîte. Tu ne vas pas prendre 100% du capital. Moi, je ne vais pas filer ma boîte pour rien. Donc ça veut dire que ma boîte, elle vaut au moins plus que ce montant-là. Et en théorie, elle vaut quand même beaucoup plus. Et donc pour avoir ce type de valorisation, il faut que tu aies quand même du chiffre d'affaires. Tu ne peux pas faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou 10 millions de chiffre d'affaires et valoir 1 milliard. Ça n'a pas de sens. Donc tu as une question de chicken and eggs sur comment tu arrives à te financer, quel chiffre d'affaires tu arrives à avoir et les exigences qu'on va te demander. Et ça, ce mix-là, en fait, d'exigences, de résultats et de contraintes est pas facile à mettre en œuvre. Nous, on essaye de le mettre en œuvre et c'est pour ça qu'il faut accélérer l'adoption du marché. Et donc, tout l'enjeu pour nous et pour toutes les sociétés identiques à la nôtre, c'est d'accélérer l'adoption du marché sans avoir trop de contraintes, parce que si on te dit écoute, tu peux pas accéder au marché sans avoir 100 millions d'euros de fonds propres et avoir fait papa, maman et tout ce que tu veux, en fait on va dire non, on n'est juste pas capable de le faire, donc on s'arrête là. Donc trop de contraintes tue le marché, il n'y a plus d'innovation, avec le risque monstrueux que du coup les Français qui sont intéressés se retournent vers des plateformes étrangères qui font pas de KYC, qui ne respectent pas ces règles, et au final, les gens ne sont pas protégés. Donc, au final, le régulateur n'aura rien réussi, et même l'État n'aura rien réussi, parce qu'il n'aura pas permis la création de boîtes françaises capables de développer de l'emploi en France, de créer des usages en France, et de pouvoir dire... Je pense qu'on est plutôt fiers de pouvoir dire, ok, Doctolib, et d'ailleurs, c'est un de mes anciens stagiaires, Stanislas, qui a créé la boîte. Si, tout à fait. Et Stan, en fait, il a créé une boîte magnifique. On l'aime ou on ne l'aime pas, son outil pour gérer la plateforme des médecins, mais c'est quand même top. Et ça, on est plutôt content de se dire, tiens, c'est français. Si c'était américain, parce qu'il y a un équivalent américain qui s'appelle ZocDoc, ok, tu filerais encore ton pognon aux US. Donc, et Doctolib, finalement, l'argent va en partie à des salariés français, à l'écosystème français, il y a des paiements qui sont payés, donc c'est cool. Donc on a tous envie de ça. Si on est content d'un écosystème French Tech qui est dynamique, c'est aussi parce que on crée de l'emploi en France, on crée de la valeur ajoutée, nos salariés, on les paye en France, c'est des gens qui contribuent, qui payent des impôts, qui consomment, et tout l'argent qu'on gagne, on peut aussi le redonner à tout l'écosystème. Donc on a intérêt en fait à un système vertueux. Et donc il y a un vrai équilibre à avoir entre la conquête du marché, les contraintes que sont capables de faire, de mettre les régulateurs, et la protection aussi qu'on doit apporter aux consommateurs. Et donc cette conquête, elle n'est pas évidente. Il y avait des chiffres qu'on a sortis avec la DAN en fin 2021 qui disaient qu'il y avait environ 8% des Français qui possédaient de la crypto, ou en avaient possédé. Je pense qu'aujourd'hui, on est à moins que ça. Tu penses que... oui, d'Uber, donc tout le monde... Ouais, en fait, en réalité, déjà, je suis pas certain que sur ce chiffre, c'était exactement... est-ce que vous les possédez actuellement ? Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt, à mon avis, entre 4 et 5-6% grand maximum des gens qui possèdent de la crypto en France. Néanmoins, le potentiel, il est toujours là. Mais tu l'as bien dit, on est dans une... Pour ceux qui le connaissent, il y a une problématique qui est connue en marketing qui s'appelle Cross the Chasm, c'est-à-dire passer le gap
qui est de dire que sur certains marchés, pour que l'adoption devienne une adoption de masse, il faut qu'il y ait un usage. Je vais passer un truc, par exemple le téléphone mobile. Bon bah, les tout premiers téléphones dans ta bagnole, je sais pas si tu as connu ces systèmes. Mon père avait une voiture dans sa bagnole, je sais plus comment ça s'appelait ce truc où t'appelais Un tel incorporé dans la bagnole. Où t'appelais en fait une personne pour appeler quelqu'un. Enfin, je vois ça dans les séries un peu. C'était un truc assez hallucinant. Bon, c'est un peu l'ancêtre finalement des téléphones mobiles, un téléphone mis dans une voiture. Mais en fait, ça coûtait cher et en fait, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre d'adoptions technologiques qui ont permis l'adoption du téléphone et des forfaits qui ont baissé, qui ont permis ça. Il y a des trucs qui n'ont pas percé. Par exemple, les Oculus ou toutes ces systèmes qu'on utilise pour faire de la vision, de la vision en réalité augmentée ou en VR, en réalité virtuelle, ça reste assez difficile à percer. C'est-à-dire, ça c'est un peu percé avec les jeux, mais pas tant que ça. Et donc, le cross de Chasm, c'est quel usage va permettre de rendre cette technologie, ce produit, un produit de masse. Et pareil pour les véhicules électriques, tu vois, c'est la transition écologique, l'enjeu, etc. Parce que les voitures électriques, ça existe depuis longtemps. Ouais. Et il y a en fait des technologies autour des batteries lithium-ion qui ont permis d'améliorer à la fois le coût, le poids, qui était un vrai problème, et la durée en fait, à la fois la capacité à charger rapidement, puis la capacité de pouvoir faire beaucoup de kilomètres, l'autonomie. Et en fait, c'est cette réduction-là qui a permis aujourd'hui une massification des véhicules. Mais dans la crypto, c'est pareil. Il faut trouver un usage qui, quelque part, fait passer des bitcoins maximalistes qui sont les premiers, ou des cryptos maximalistes qui sont les premiers, qui sont toujours là à vouloir, et heureusement qu'ils sont là, à vouloir défendre l'idée d'une décentralisation et d'un usage, aux personnes qui se sont dit c'est intéressant de le mettre dans mon portefeuille, mais les gens qui sont intéressés par mettre quelque chose dans leur portefeuille, c'est des gens qui ont un profil financier. Donc ça veut dire, bon ok, j'ai un peu d'immobilier, j'ai un livret A, j'ai une assurance vie, mais globalement, j'ai besoin de diversifier mon patrimoine. C'est pas certain que la bourse, ça performe toujours très bien. D'ailleurs, on se fait souvent avoir en faisant du stock picking sur des actions. Finalement, l'immobilier, je peux pas tout mettre tous mes œufs dans le même panier. Quel actif a une croissance incroyable ? C'est vrai. L'actif qui a la croissance historique la plus remarquable jamais rencontrée sur Terre, c'est le Bitcoin. Sa croissance depuis le début à aujourd'hui, encore, est phénoménale et ne s'est jamais tu disais ça, comparable. Si quelqu'un garde du Bitcoin, je crois que c'est 2 ans au moins 2 ans et demi, t'es toujours gagnant. Aujourd'hui, si tu veux, à 17 000 ou 16 000 en euros, t'es pas très loin du plus haut historique de 2017, de fin 2017, début 2018. Ouais, mais si t'as acheté en 2019-2020, là t'as perdu un peu d'argent, non ? Ah bah non, si t'as acheté en 2018-2019, tu l'as plutôt payé dans les 4000 et aujourd'hui tu fais plutôt un x4. Donc tu l'as acheté en 2019-2020, tu fais toujours une plus-value. Tu l'as acheté en fin d'année 2020, tu fais une grosse moins-value. Je pense que dans quelques mois ou quelques trimestres, ce que tu as acheté en 2021 au plus haut, tu feras une plus-value. Donc on va rebattre des records. J'ai juste une mini question. On va rebattre des records. Donc il faut être capable. Donc il y a des gens qui sont convaincus par l'investissement, de se dire, ok, il faut que j'arrive à diversifier mon patrimoine. Ça c'est notre cœur de cible. Mais c'est pas tout le monde. C'est-à-dire, toi, il y a des gens qui sont un peu plus jeunes ou d'autres qui tout simplement n'ont pas envie de s'occuper de leur argent ou ont moins en fait. L'envie de diversifier, ils pensent que un livret A ou une assurance vie ou juste un petit peu d'immobilier, ou parfois même il y a des gens qui n'ont aucun placement, qui laissent leur argent sur le compte courant et avec l'inflation ils perdent massivement de l'argent. En fait c'est pas évident d'aller éduquer financièrement parce que il y a quand même derrière l'idée que c'est quand même un produit d'investissement, et donc qui dit produit d'investissement dit éduquer les gens à de l'investissement et à la finance, et ça c'est quand même pas simple. Va-t-on éduquer des gens à un SCPI, à l'intérêt de la bourse, à une assurance vie ? T'as des gens qui sont convaincus, mais finalement les gens qui ont des unités de compte en France,
c'est pas 100%. Ouais, qui ont de l'argent à investir, c'est pas non plus. C'est pas. une majeure Alors, t'as une partie. population qui est quand même qui a de l'argent. Hein, Ouais, mais je bien- pense bien qu'avant évidemment. d'arriver sur de la crypto, il y en a plein qui vont jurer que par l'immobilier. Mais j'ai juste une question, et c'est promis, c'est ma dernière, et je voulais passer aux petites questions du tac au Yes. tac à la fin. Mais je trouvais ça hyper intéressant. Tu nous as parlé en fait des voitures électriques. Yes. Alors, évidemment, il y a eu des technos. Je pense qu'une des principales dont tu as parlé, c'est aussi les batteries en lithium et peut-être la capacité aussi à ce qu'elles puissent se recharger. Mais je trouve que tu l'as pas mentionné. Il y a quand même l'État qui joue énormément là-dessus, qui a mis des avantages. Et il y a des régulations. C'est pas peut-être, il y a des régulations avec je sais plus combien de voitures qui vont être interdites de circulation à partir d'un certain Ouais. temps, etc. Est-ce que tu dirais, très rapidement là-dessus, hein, mais est-ce que tu dirais que la différence entre la crypto, donc le Bitcoin et tout ce qui s'ensuit, versus de la voiture électrique, la différence de... En gros, est-ce que l'État ne pourrait pas vous aider, vous, en tant qu'acteur de la crypto, à démocratiser, évangéliser ça, parce qu'on parle d'investissement, parce que c'est quelque chose qu'en théorie, tu cherches un retour, et donc là on parle d'argent, versus de quelque chose qui est presque d'une utilité publique au quotidien. Et En fait, indirectement, il va le faire. parce que à terme, tu penses que la crypto sera servie pour acheter ta baguette Ouais, exactement. ou ta voiture. En fait, Ok. tu devances mes propos. Bon, déjà, l'État qui finance le véhicule électrique, ça s'est pas fait en un jour. Non, c'est... C'est-à-dire, tu vois, il c'est faudrait très reprendre- contextuel il faudrait avec, la reprendre crise. l'historique, enfin, toi, du lancement Ouais. de ces technologies pour dire que l'adoption, elle se fait pas immédiatement. Il y a des délais d'adoption sur certaines technologies qui mettent 20 ans. Là, sur le Bitcoin ou sur les cryptos, on peut pas dire que 2009 est le début des choses. Alors, c'est le début des choses par rapport au bloc Genesis, etc. Mais la crypto, en tant que reconnaissance, compréhension, toi, la maison du Bitcoin, c'était quand même l'idée de faire comprendre les choses. Allez, on va dire 2015-2016 pour vraiment... et je dirais que la première compréhension un peu médiatique des choses, c'est 2017. Donc en réalité, on est Ta plutôt à prise de 5-6 ans. position. Ça corrobore avec On est... En fait, ouais, c'est moi. Non, en fait, on est plutôt à 5-6 ans. Ok. 5-6 ans, dans le temps d'adoption des technologies ou des éléments de rupture, c'est pas très long en réalité. Et je pense que les aides de l'État, en fait, alors l'État qui va te financer pour acheter du Bitcoin, ça faut pas rêver. Je veux bien être optimiste. Macron, il ferait pas ça. faire, C'est pas le meilleur président en écoute, place pour lancer ça. Manu, si tu nous écoutes, c'est une idée. Transforme notre CPF en Bitcoin. Voilà, transforme ton CPF en Bitcoin et ce serait peut-être plus utile parce que le harcèlement du CPF, faudrait qu'on en parle quand même. Un autre podcast. Cela dit, ouais, mais pourquoi pas? Mais peut-être que tu redonnerais du pouvoir d'achat aux gens et une des meilleures façons de gagner du pouvoir d'achat ces dernières années, c'était d'investir dans Bitcoin. Non, je pense que ce qui va le faire, l'État indirectement risque de le faire à travers les monnaies digitales de banque centrale. C'est-à-dire qu'en poussant à un moment, comme a commencé à le faire la Chine avec l'Yuan, comme on commence à y réfléchir très sérieusement les États-Unis, et comme l'Europe est obligée de le faire malgré ce que dit Christine Lagarde, l'État va pousser en fait l'adoption de quelque chose qui va ressembler à un wallet et des technologies qui seront basées sur des blockchains publiques. Ethereum, Polygon, je ne sais quoi. Bitcoin, non, sans doute pas, mais de toute façon, ça poussera Bitcoin. Parce que tu as toujours besoin d'usage dans la finance, d'une valeur qui va servir de monnaie de référence, d'une monnaie de garantie, d'une monnaie de collatéral, et tu peux pas mettre des euros ou des dollars fiduciaires dans un système de collatéralisation basé pour sur le une blockchain, moment, sur des smart Pour contracts. le moment, c'est Tu trop vas le volatile. faire avec- On tu est vas le d'accord. La crypto Non. est trop volatile pour indexer Alors une monnaie depuis, là-dessus. depuis plusieurs mois, elle l'est pas du tout. Ok. Le Bitcoin est beaucoup moins que les marchés actions. Mais en revanche, le Bitcoin comme monnaie aujourd'hui, alors nous en Europe, ça n'aurait pas de sens. Dans certains pays, c'est beaucoup moins volatile que les monnaies des pays de certains pays émergents. Bien sûr. Mais à la rigueur, restons en Europe parce qu'on va pas non plus. Ouais, ou même les épiloguer là-dessus. US, mais eux qui étaient indexés sur Mais sur la l'or. monnaie digitale de banque centrale, c'est pas le Bitcoin en fait. C'est pas une monnaie volatile. C'est une monnaie qui utilise la technologie blockchain et qui va circuler sur une blockchain, mais dont la valeur de référence va être un dollar digitalisé. Donc en réalité, ça sera la fluctuation du dollar derrière, ou de quelque chose qui ressemblera à du dollar ou qui sera indexé sur d'autres types de valeurs. Ok. Donc je pense qu'en fait, et globalement, le fait que la finance s'est déjà engouffrée, la finance traditionnelle, les grandes banques, la plupart des acteurs se sont engouffrés là-dedans, l'État n'aura pas d'autre choix
que de pousser à un moment avec les régulateurs pour l'adoption de ça. Et donc ça fera venir la crypto. Et il y a l'autre sujet qui n'est pas lié à l'État, mais qui est plutôt au développement du Web3 par les entreprises, et qui va par le développement des NFT, par le développement de du métaverse, par leur développement de toutes leurs initiatives pour redonner aussi à la population, à chacun, une propriété et une monétisation de sa data, parce que c'est ça l'idée du Web3, c'est je crée de la propriété à travers mes photos, à travers mon contenu, mes propos, tout ce que je dis. Je peux faire en sorte que ça se partage sous forme d'un token, d'un jeton dans un smart contract, et je peux monétiser ça sans passer par des intermédiaires. Ça nécessite de la crypto, ça nécessite des wallets, ça nécessite des échanges crypto-fiat, ça nécessite des coin house. Donc c'est toutes ces adoptions-là qui vont rendre l'usage massif. Et ça va se faire dans pas très longtemps. Eh ben, on essaye en tout cas de participer à ça. J'invite tout le monde à aller regarder, d'ici là il sera sorti, mais ce talk show avec The Sandbox, Kinetics et Cohort, où on discute justement pendant un peu plus d'une heure de Web3. C'est la fin de cet entretien, mais je te pose, 3 minutes, mes questions du tac au tac, en vidéo, à nous retrouver sur les réseaux. Ma première question, déjà un grand merci Nicolas. Souvent on parle d'entrepreneuriat, mais moi je suis hyper curieux aussi sur la crypto, et merci en tout cas de nous avoir éclairé là-dessus. Je vais quand même te poser une dernière question qui je trouve très drôle, mais ça c'est pour la suite, ce sera ma dernière. Très rapidement, si tu pouvais définir l'entrepreneuriat par un mot ou un groupe de mots, qu'est-ce que ce serait et pourquoi ? Résilience. Pourquoi ? Parce que sans ça, je pense que je n'aurais pas réussi à passer, moi, toutes les étapes qui m'ont amené à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Même en tant qu'investisseur, quand tu dois gérer une participation sur le long terme, vivre des moments qui sont parfois pas évidents dans la gestion d'une boîte, si tu crois pas en fait dans le modèle, si tu crois pas dans l'idée que on peut sur la base d'une belle idée, d'un produit, arriver à créer une équipe, une organisation, de devenir un acteur leader sur un marché, tu y arriveras pas. Et ça se retrouve en tant qu'investisseur, ça se retrouve qui va financer, ça se retrouve en tant que patron d'une boîte. Les développements sont jamais linéaires, il y a toujours des moments euphoriques, extraordinaires, dans lesquels tu vas finalement réussir plus que ce que tu pouvais l'imaginer, une super levée de fonds, un énorme contrat, un super coup marketing, etc. Et puis il y a des moments qui sont difficiles, qui sont vraiment durs, et donc faut tenir le cap. Très clair et très bonne intro. Tu nous parles d'investisseurs. Bon, hormis l'aspect financier. Donc ça peut être quelqu'un qui n'a pas investi, hein, mais si tu avais la possibilité de choisir donc, ce qu'on appelle un board member, quelqu'un qui serait avec toi ou te conseiller du coup pour CoinHouse, donc quelqu'un de vivant, mort, fictif ou réel, qu'est-ce que ce serait et pourquoi ? Nostradamus. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il dans son trêve de plaisanterie, c'est pas évident d'avoir une boule de cristal. Et donc, surtout en crypto. La vision de quelqu'un qui est capable de prédire l'avenir et d'avoir la capacité de pouvoir aider à anticiper, c'est un unfair competitive advantage, comme on dit dans le monde du VC. C'est la chance d'avoir celui qui voit un peu plus vite. Soit tu as une vision de fou et tu sais avant tout le monde ce qui deviendra la réalité. Alors il faut quand même l'avoir un peu, parce que sinon tu avances à la minute, quoi. Mais t'es pas devin. Mais t'es pas devin. Et donc et tu peux te planter. Toi, même Steve Jobs, quelque part, il y a des choses qu'il avait vues, mais c'est pas lui qui a inventé l'ordinateur perso. Ça a été fait avant chez Xerox, et il y a plein de gens comme ça qui voient pas nécessairement là où va l'avenir. Et ouais, non, ce serait intéressant d'avoir quelqu'un comme ça. S'il nous écoute, je suis pas sûr. Je pense qu'il est mort. J'ai ma dernière question pour toi. Enfin, mon avant-dernière. Mais la dernière, c'est un bonus. Mais, t'es enjoué, ça se voit. Non, super. C'est quoi j'adore les surprises. Ton conseil le plus sous-coté que tu aimerais adresser à notre audience? Donc du coup, je t'invite à aller regarder, mais pour commencer, te lancer dans l'entrepreneuriat.
Bien être entouré. Je pense que l'élément le plus dur, en tout cas tel que moi je l'ai vécu, c'est d'arriver à avoir les bons partenaires. Et la confiance, quand on crée, j'ai parlé de résilience tout à l'heure, il y a forcément des moments difficiles et si t'es pas bien entouré, à la fois avec tes board members, tu en parlais tout de suite, Ouais. mais aussi avec tes équipes, c'est hyper difficile. Donc savoir travailler avec les meilleurs, savoir travailler avec des gens qui sont meilleurs que soi, savoir écouter au maximum, garder l'esprit ouvert, entendre. Ça ne veut pas pour autant dire ne pas savoir décider, hein. On peut être tout à fait capable d'écouter et puis de savoir à un moment dire stop, la décision c'est ça. Mais il faut avoir la capacité de le faire dans un esprit aussi collégial et donc ça passe nécessairement par la capacité d'être bien entouré, d'avoir confiance dans les gens. Dans le monde de la crypto, si tu n'as pas confiance dans les gens avec lesquels tu travailles, c'est dramatique. Voilà. Très bien compris. Et je te rejoins totalement, c'est aussi le but de ce podcast, c'est que si vous n'avez pas la possibilité de contacter Nicolas, voici une petite heure avec lui en tout cas. Dernière question. Merci. Roulement de tambour. Bon, je suis un grand fan de stand-up. Il y a un grand sketch que j'ai adoré, notamment parce que je baigne dans cet écosystème et c'est des gens qui n'y baignent pas. Donc, c'est Roman Fressinet sur Click TV avec Mouloud Achour et il a fait un sketch sur la crypto. Et je te la fais. Alors, je vais pas prétendre jouer ce sketch et massacrer tout ça. En gros, il te dit une chose que je trouve intéressante. Je pense qu'il parle de marché secondaire sans s'en rendre compte. Il dit en gros. J'ai demandé à un mec pourquoi t'as acheté 1000 euros de crypto. Il me dit mais non, t'as pas compris, je vais revendre ça 1200 euros à quelqu'un d'autre. Et le gars lui dit ouais, mais tu vas pas réussir à leur vendre. Et il dit mais si, je vais trouver quelqu'un d'autre qui va les payer 1600 euros. Et il te dit est-ce que la crypto, c'est pas trouver quelqu'un de plus teubé que toi? Qu'est-ce que t'as envie de répondre à ça? Je pense que c'est un sketch très drôle et je pense l'avoir vu parce que il y a pas mal de pièces en fin d'année dernière. J'en ai vu une avec Matt Pokora, etc. qui sortait le Bitcoin pendant 2-3 minutes. C'était assez drôle d'ailleurs. Non, la crypto c'est pas ça parce que les marchés c'est pas comme ça. Tu trouves pas un mec plus teubé pour acheter. En fait, l'avantage du Plus Bitcoin, teubé que toi. c'est qu'il y en a 21 millions et donc tu peux diviser le nombre de bitcoins par 21 et alors qu'avec l'euro tu peux le diviser de façon infinie, donc tu peux trouver une quantité infinie de teubés, ce qui n'est pas possible avec le bitcoin. Roman, j'espère que tu nous entends. Bon, un grand merci pour toute cette pédagogie, Nicolas. Et je l'achète, moi, ton bitcoin, hein. Surtout à 1200. Ouais, quand t'en as perdu 50K avant. Ah ouais, j'achète tout. Je prends tout. Bon, ça va, t'as pris du plaisir ou pas pendant cette belle heure? Non. Non. Bah écoute, j'ai envie de dire, ça ne se ressent pas. C'était détestable, mais je le referai. Voilà, parce que quand tu es dans l'entrepreneuriat, faut accepter aussi le côté un peu maso. Donc voilà. Ça va, il y a pire. Mais non, bien sûr qu'il y a pire. Écoute, un grand merci à toi, et merci auprès de notre audience. À tes auditeurs. C'est pour ça qu'on fait ça. De m'avoir écouté, d'avoir écouté toute cette histoire. Merci. Allez, un grand merci Nicolas et à la semaine pro à tout le monde pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao à tous. Et c'est la fin de cet épisode. Les amis, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!